Bonjour à tous. On va encore attendre quelques minutes, le temps que les retardataires arrivent, et on commencera le webinaire. Bonjour à tous, on commence dans encore 2 minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Et on commencera ce webinaire. Encore 1 minute et on commencera, tant que tout le monde puisse nous rejoindre. Bon, écoutez, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes, et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau webinaire de Galink. Agent IA, cyber et fournisseur, la fin des questionnaires à rallonge, donc un titre un peu provocateur. Je suis Étienne, le cofondateur de Galink, donc une solution de gestion des risques cyber fournisseurs, et j'ai le plaisir d'être accompagné de Benjamin. Bienvenue Benjamin au webinaire. Merci Étienne et bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Peut-être Benjamin, quelques mots sur toi et ton parcours. Oui, avec plaisir. Donc moi je suis directeur marketing au sein de la société Advance. Donc on a une société de services en cyber. Moi je fais de la cyber depuis pas mal d'années, une vingtaine d'années. Je suis un ancien consultant. J'ai également eu des rôles de RSSI. Donc j'ai fait des questionnaires, j'ai répondu à des questionnaires des deux côtés de la barrière. Et je suis également administrateur du CLUSIF, une association française de promotion de la cybersécurité. Super, merci. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de parler d'IA, mais je vous propose en fait 4 temps pour ce webinaire. Le premier, c'est de partir du constat.
c'est toujours intéressant d'avoir ces éléments de contexte et je vous partagerai quelques chiffres qui permettraient de comprendre un peu la situation actuelle. Puis on partira très vite sur l'IA, comprendre quels sont les avantages et aussi les risques, et notamment vous partager une checklist de bonnes pratiques pour mettre en place l'IA dans vos processus métiers. Et on finira par un petit exercice prémonitoire avec cette nouvelle évolution technologique d'ici 2 à 5 ans, qu'est-ce que nous, on voit sur l'IA appliquée au monde de la cyber. Enfin, il y aura un temps de Q&A où là, vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. Mais aussi, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Voilà, c'est aussi d'autant plus agréable à la fois pour nous et aussi pour vous. Ça rendra la discussion encore plus dynamique. Parfait. Peut-être, alors non pas peut-être, mais avant de commencer, je vous propose un petit sondage sur lequel on va rebondir après. Aujourd'hui, dans votre quotidien, utilisez-vous déjà une IA générative dans vos processus de sécurité? Donc, je vais vous envoyer le petit sondage. Je vous laisse 5-10 secondes pour y répondre et après on pourra continuer. Voilà, n'hésitez pas. Ok, je vois qu'il y a les premières réponses. Ah, ça vote bien. Allez, encore 3 secondes. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, une partie assez rapide sur le constat, notamment. Le premier chiffre que je voulais vous partager, c'est en fait le fait que aujourd'hui, les entreprises, notamment les plus grosses, commencent à être bien sécurisées. Et un nouveau vecteur d'attaque alors nouveau, pas tant que ça, mais qui est de plus en plus prégnant, c'est des attaques via fournisseurs. Donc là, Gartner estime qu'en 2025, donc cette année, 45% des organisations dans le monde auront été victimes d'attaques via fournisseurs. Et de façon un peu plus concrète, je vous ai mis quelques marques très connues qui, le mois dernier, se sont fait hacker via des fournisseurs. Adidas en Allemagne la semaine dernière, Marks & Spencer sur le dernier mois où ça coûtait plus de 300 millions de dollars, et Coinbase par exemple. Donc ça, c'est le premier chiffre. Ce vecteur-là est de plus en plus prégnant. Et en même temps, la façon dont gérer aujourd'hui, donc il y a différentes étapes, mais l'étape principale, c'est l'évaluation de la maturité cyber du fournisseur. C'est quelque chose de très chronophage si on veut bien le faire. Donc là, Forrester dit 20 heures, donc ils y vont peut-être un peu fort, mais l'idée, c'est qu'on sait que ça prend du temps. Et c'est un process où aujourd'hui, le questionnaire de sécurité, dont vous connaissez sûrement tous l'intérêt et aussi les excès peut-être, reste la norme parce que ça reste vraiment la meilleure façon de se donner un avis sur la maturité cyber d'une entreprise, même si d'autres moyens en plus de ça existent, comme du scoring externe, etc. Peut-être première question sur ces chiffres, Benjamin. Est-ce que les chiffres te surprennent? Est-ce que les chiffres te surprennent? Non, alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais non, dans la mesure où, pour le premier, on le constate au quotidien chez Advance, on a certes une équipe qui va accompagner les clients en cas de gros pépins, avec notamment une équipe de réponse à incidents, et de plus en plus d'incidents proviennent à un moment donné d'un problème avec un tiers. Je n'ai pas de chiffre précis en tête malheureusement, mais très souvent, dans la chaîne de compromission, à un moment donné, on retrouve une problématique vis-à-vis d'un fournisseur, d'un sous-traitant, d'un élément de l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Et de plus en plus souvent, quand on a un pépin, on se rend compte qu'il y a une problématique liée au tiers, aux fournisseurs, etc. Et de l'autre côté, le temps consacré à la problématique de la sécurité des tiers, au sens large, parce qu'on parle de l'évaluation, mais il y a plein de choses. Il y a le fait de créer son questionnaire, d'entretenir le questionnaire, d'analyser les réponses. C'est extrêmement chronophage. Beaucoup d'entreprises, quand on nous sollicite, il y a plein d'autres sociétés qui le font, pour avoir de la force de frappe, des consultants en forfait, en régie, pour travailler sur ce sujet. Et c'est chronophage, ça prend du temps. En même temps, c'est nécessaire. On a besoin de challenger les fournisseurs, mais on n'a pas encore trouvé la solution pour essayer d'optimiser ça et de gagner un petit peu d'efficacité et de productivité sur cette thématique. Ouais, là, juste un point aussi intéressant
que nous, on voit pas mal chez Galink, c'est qu'aujourd'hui, finalement aussi, les fournisseurs ont bien pris en main l'IA pour répondre aux questionnaires de sécurité. Et donc, on recommande aussi de pas mal travailler sur ces questionnaires pour alors, à la fois potentiellement les simplifier, mais aussi éviter tout ce qui va être champ libre, parce que voilà, aujourd'hui, les gens peuvent écrire des tartines via des outils de LLM, et plutôt privilégier des choix simples, choix multiples, voilà, qui aussi sont plus simples à analyser derrière, et potentiellement demander des preuves à quelques points critiques pour vous. En tout cas, nous, c'est vraiment la bonne pratique qu'on voit, qu'on pourra à la fois gagner aussi un peu de temps là-dessus, Ouais. juste sur le côté questionnaire. Complètement d'accord, il faut choisir ses combats, on va dire. On ne peut pas traiter tous les fournisseurs de la même manière. Il y a des sujets plus importants à voir avec d'autres. Et effectivement, la construction du questionnaire, la nature des questions, la nature dont on va demander des preuves est extrêmement importante. Et ça change beaucoup de choses dans le temps qu'on va y consacrer, mais aussi dans la qualité de la matière qu'on va avoir pour analyser tout ça. Très bien. Comme on voit qu'en fait, finalement, ce sujet est de plus en plus important et à la fois aussi difficile à appréhender parce que ça peut être très, très chronophage, c'est là où, en fait, cette nouvelle brique technologique, l'IA, on peut s'interroger sur est-ce que c'est une révolution pour cette gestion du risque cyber-fournisseur. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette deuxième partie. Peut-être juste avant de rentrer dans le détail, quelques éléments de contexte. J'aime bien. Aujourd'hui, on dit beaucoup, en fait, la révolution qui s'est passée ces dernières années, c'est qu'en fait, on a une nouvelle technique, une nouvelle méthode, on va dire, qui a été développée, qui s'appelle les LLM, dont vous utilisez ChatGPT, Mistral, etc., qui a émergé et qui est très, très performante. Et aujourd'hui, en fait, il faut juste avoir conscience que c'est qu'une application du deep learning qui est un des champs de l'IA. Donc voilà, pour mettre en contexte, pourquoi on en parle beaucoup, c'est que juste, c'est très, très performant et dans plein, plein de cas d'usage différents. Et c'est pour ça qu'on a vu vraiment un shift technologique ces dernières années. Et peut-être un deuxième élément aussi de définition que je voulais apporter, c'est sur le mode agent. On entend beaucoup parler d'agents d'IA, etc. Et en fait, derrière, qu'est-ce que c'est? C'est sur la base d'un papier en fait, de chercheurs de Google qui ont créé un framework qui s'appelle Reasoning and Acting. Et l'idée derrière, c'est de dire que finalement, ces LLM, en plus de juste raisonner, faire des recommandations, ils vont pouvoir agir sur finalement l'analyse qu'ils ont faite eux-mêmes, sans que vous leur donnez de façon déterminée des choses à faire. C'est eux qui ont leur propre conscience, on va dire, pour agir. Donc voilà, c'est vraiment ce deuxième, c'est ce qu'on entend par agent, on va dire, dans le sens le plus strict. Mais il y a vraiment cette notion d'agir sans que vous sachiez exactement ce qu'il fait. Voilà, assez parlé de définition. Peut-être juste la première question que j'avais pour toi. Donc là, sur le sondage qu'on a fait au début, 62% des répondants ont dit que non. En tout cas, ils n'ont pas encore utilisé l'IA générative dans les processus de sécurité. Ma question pour toi, Benjamin, c'est est-ce que, encore une fois, tu es surpris et pourquoi finalement cette nouvelle brique technologique qui est là depuis maintenant 2-3 ans et qui fonctionne très très bien n'est pas plus adoptée encore par les équipes métiers? Alors, j'avoue que je m'attendais à un petit peu moins de personnes qui avaient adopté l'IA générative et je trouve que c'est intéressant. Par contre, si on reformulait la question à la lumière de ton explication sur l'IA au sens large, on aurait probablement 100% des gens qui utilisent de l'IA parce que ça fait plusieurs années, avant l'essor des IA génératives, que la cyber s'est mise à l'IA, peut-être parfois sans le savoir, notamment avec le machine learning, le deep learning, pour en particulier le champ de la sécurité opérationnelle. Dans le monde des SOC, dans le monde de la détection d'incidents, si on prend l'exemple des EDR, on a recours, le marché de manière générale, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de fournisseurs de services, de DR manager ou de SOC manager ont recours à ça et c'est très pratique. Et c'est vraiment un bel apport. Pendant longtemps, les antivirus ont cherché des virus connus dans des listes, des dictionnaires, des bases de signatures de virus. Maintenant, avec cette approche par l'IA, par l'algorithmie, on peut détecter des choses qu'on ne connaît pas, qui évoluent tout le temps. Et ça, c'est extrêmement puissant. Par contre, sur l'IA générative, voilà, je pense que la cyber n'a pas encore complètement pris le pas, mais comme d'autres métiers, on n'a pas à rougir. Il y a peut-être des réminiscences du cloud. Quand on a vu arriver le cloud il y a quelques années, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où vont nos données? La souveraineté, qui héberge, quels sont les droits? Il y a peut-être un peu de ça aussi dans l'IA générative, peut-être un petit peu de frein, mais je pense que la cyber maintenant est mieux armée pour accueillir ces sauts technologiques.
peut-être aussi, et on pourra peut-être en débattre à la fin pendant la partie questions-réponses, c'est les cas d'usage. Parce que si on fait le parallèle avec le grand public, même si évidemment on est sur une activité professionnelle assez ciblée qu'est la cyber, les premiers cas d'usage de l'IA générative, c'est quand même globalement assez récréatif, hein. Faire une image rigolote en mode manga, faire un starter pack ou jouer avec l'IA, bon, c'est marrant, mais au bout d'un moment, ça ne va pas changer notre quotidien. Donc, sur les usages dans la cyber, il faut trouver des cas concrets qui vont apporter de la valeur, du temps, une augmentation de niveau de sécurité, etc., etc. C'est aussi pour ça que, pour le moment, on n'est pas encore à 100% parce qu'il faut être sûr un petit peu de l'intérêt et de la valeur ajoutée. Et justement, sur ces cas concrets, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important de partager. Toi, chez Advance, alors pas forcément sur la gestion des risques fournisseurs, mais vous utilisez déjà l'IA générative sur certains, tu avais certains exemples que tu voulais nous Oui, partager? oui, ben comme tout le monde, hein, je pense comme tout le marché, on a regardé, on utilise ces outils soit parce que dans une logique de veille et d'innovation, soit parce que les clients, le marché nous le demande. Et il y a des exemples intéressants. Alors, il y a évidemment des exemples qui nous laissent un petit peu perplexes, hein. On a une activité, alors c'est pas que là, c'est pas notre seule activité, mais une activité de la cyber, notamment dans le monde de la GRC, c'est la production de documents. On ne va pas remplacer nos consultants par des IA pour écrire des PSSI, des procédures de sécurité. Il sera nécessaire et il est nécessaire de l'utiliser parce que c'est le sens de l'histoire, mais évidemment, on ne va pas remplacer tout le monde par des petits robots. Un autre cas très concret, un cas d'usage que moi j'aime bien, et peut-être c'est un peu moins attendu, c'est dans le domaine de la gestion de crise et de la préparation à la crise. Chez Advance, et encore une fois, on n'est pas les seuls à le faire, hein, on fait plusieurs centaines d'exercices de crise par an avec nos clients. Donc, on réunit un certain nombre de personnes autour de la table et on joue, hein, c'est un scénario sur table, on joue à se faire peur, il y a une attaque, comment ça se passe. Et quand on mène une simulation de crise, on va régulièrement provoquer les participants. On leur envoie un mail, un SMS pour leur dire il y a un problème, le site ne répond plus, on simule un coup de fil d'un journaliste qui dit bah alors vous vous êtes fait attaquer, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, avec l'IA générative, on peut améliorer et innover un petit peu dans ce qu'on appelle ces stimuli qui vont venir un peu stresser, malheureusement, mais ajouter du piquant dans l'exercice de crise. Et avec l'IA générative, on fait des mails, des visuels, on peut changer de voix, faire des petites vidéos qui vont venir pimenter, qui peuvent être aussi utilisées dans des phases de sensibilisation. Donc ça, pour moi, c'est un apport intéressant parce que le temps consacré est raisonnable. On ne se perd pas en test, en POC, en tiens, je m'amuse à tester des IA. On a un apport assez concret et qui apporte, je pense, une belle valeur à un exercice récurrent qui peut devenir un peu lassant. Et là, avec ça, on va pouvoir le pimper, le twister un petit peu. Très intéressant. Et moi aussi, pour rebondir un peu plus sur cette gestion du risque cyber fournisseur, je voulais vous partager aussi des cas concrets où c'est vraiment, je suis convaincu de l'intérêt de l'IA générative. Le premier, c'est sur l'analyse de preuves, notamment. Voilà, quand vous demandez à vos fournisseurs différents éléments, des rapports, des politiques. En fait, aujourd'hui, avec l'IA générative, par exemple, là, c'est un exemple concret d'un rapport SOC 2. Elle va pouvoir automatiquement vérifier si c'est le bon périmètre, si la certification n'est pas périmée. Et même dans le cas de SOC 2, il y a toujours une partie opinion de l'auditeur, savoir si l'opinion est favorable ou pas et vous faire alors là, potentiellement une recommandation d'accepter ou pas la preuve. Donc ça, c'est un premier cas d'usage que nous, on utilise qui fonctionne très, très bien pour vous dire la finesse dans laquelle on peut aller grâce à cette brique technologique. Mais il y en a d'autres qui sont aussi très intéressantes. Typiquement, signaler une non-conformité par rapport à votre PSSI sur la base des réponses du fournisseur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien, en tout cas dans notre cas d'usage. Ou un dernier qui aussi, je trouve intéressant, qui permet, en fait, dès que vous ajoutez un fournisseur, par exemple, automatiquement, vous avez une synthèse de plein d'informations qui sont très aidantes au quotidien pour les responsables sécurité dans le cas où on leur demande d'évaluer un fournisseur dont ils ne connaissent même pas le nom, ils ne savent même pas d'où il vient, etc. Et automatiquement, il a les liens utiles, on peut détecter les certifications ou pas sur le fournisseur en question. Et ça, c'est des choses très concrètes de gain de temps appliquées à la gestion du risque cyber fournisseur. On voit immédiatement le gain de temps quand on pense au nombre de fournisseurs qu'une entreprise a, que ce soit une grosse ou une petite entreprise. Le simple fait en ajoutant le nom ou même en récupérant les noms depuis un outil achat si ça existe, et d'un seul coup avoir ne serait-ce que ça, est-ce qu'on a
réussi à trouver de façon automatisée des certifications à Trust Center, c'est extrêmement précieux parce que faire ça à la main, c'est pas très rigolo. Il faut le faire Ouais. beaucoup de fois, etc., etc. Alors, c'est pas compliqué, on va sur Google, on cherche, etc., mais c'est juste lassant. Et là, on voit qu'on gagne tout de suite du temps. Ouais, non, c'est. Et ça fonctionne grâce au LLM parce qu'ils ont une finesse pour, en tout cas, nous, on l'intègre dans nos algos de scrapping. Alors, c'est des termes un peu techniques, mais tout ça, c'est voilà, c'est possible grâce à cette nouvelle brique technologique. Et c'est peut-être quelque chose de moins attendu, on va dire, que d'autres exemples de l'IA appliquée à la cyber. Ouais, et comme peut-être le dernier point que tu disais aussi, Benjamin, c'est que généralement, alors notamment quand on regarde nos clients, même les plus petits, ils sous-estiment le nombre de fournisseurs qu'ils ont. Et Oui. ça, finalement, alors, ils ne sont pas forcément tous critiques, hein, et c'est pas grave, mais voilà, quand en fait, finalement, il y a toujours plus de fournisseurs qu'on imagine, en tout cas quand on est responsable sécurité, conformité. Et voilà, c'est savoir déjà s'il y a déjà il y en a 50% qui sont certifiés ISO, etc., ça peut déjà suffire dans une première évaluation d'un fournisseur. Donc voilà quelques exemples un peu concrets de l'IA générative dans des processus métiers, on va dire, cyber. Et peut-être, dans un second temps, je voulais peut-être insister sur les bénéfices finalement et les risques. Alors, peut-être rapidement sur les bénéfices, hein, on en a parlé. L'objectif, je pense, principal, c'est à la fois du gain de temps, notamment voilà, gagner du temps, responsable conformité, sécurité dans votre travail au quotidien pour vous focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Le deuxième élément aussi, et qui est peut-être aussi intéressant, c'est ça peut augmenter la qualité des analyses. C'est-à-dire que, alors typiquement dans la gestion du risque fournisseur, généralement vous avez beaucoup de fournisseurs, pas mal d'évaluations à faire. Et finalement, même dans un humain, on va dire, à la fin, peut rater des choses, etc. Ce qui est moins le cas de l'IA, qui a moins de sentiments, on va dire, et moins de fatigue. On va dire, le terme de fatigue, il ne connaît pas. Donc, ce qui, derrière, peut augmenter la qualité de l'analyse, puisque vous vous concentrez vraiment sur le substrat des éléments que vous avez récupérés, notamment des fournisseurs. Et peut-être un troisième point qui est aussi, je trouve, très intéressant, c'est l'idée, c'est que finalement, ces outils-là permettent finalement de potentiellement déléguer une partie du process aux équipes métiers. Alors, dans le cas de la cyber fournisseur, c'est, je pense, un cas très intéressant, c'est que généralement, c'est les équipes métiers qui ajoutent un nouveau fournisseur ou les achats. Et potentiellement, à terme, ça va être de vraiment déléguer grâce à l'IA, etc. Les équipes métiers vont pouvoir déjà faire des pré-filtres en disant, tiens, ce fournisseur OK, ce fournisseur pas OK, sans que vous soyez quasiment dans la boucle. En tout cas, vous pouvez juste le récupérer l'info, mais voilà, ça permet de aussi encore gagner plus de temps en responsabilisant les équipes métiers. Et voilà, c'est le troisième bénéfice que je vois à utiliser cette nouvelle brique technologique. Et peut-être sur les risques, Benjamin, tu voyais notamment 3 risques importants autour de l'IA Oui, générative. oui, oui, comme toujours en cyber, hein, il faut penser aux risques. Le premier, comme c'est écrit, c'est l'esprit critique, c'est de faire trop confiance à ce qui va sortir des LLM. À la fin, il faut quand même vérifier hein, que c'est ce que disent tous les outils type ChatGPT, Copilot, Gemini. Hein, quand vous vous connectez, il y a un petit disclaimer maintenant, attention, n'oubliez pas de réfléchir, challenger ce qui sort. Donc, évidemment, il faudra regarder si d'un seul coup, tous vos fournisseurs ont 20 sur 20, ont 100% de conformité ou 0%, il y a peut-être un truc anormal. Ou si un point qui était dur historiquement sur une mesure de sécurité parce que vous êtes exigeant par rapport à un besoin, un métier, d'un seul coup, c'est tout beau, c'est tout bleu, c'est tout vert, etc. Voilà, il faut regarder évidemment l'automatisation, l'industrialisation ne fait pas disparaître les contrôles. Autre point qui est pour moi extrêmement important, auquel peut-être on ne pense pas, c'est le fait de la nécessité de garder un lien humain, notamment quand ça va mal. Exemple, vous êtes victime malheureusement d'une attaque, vous vous rendez compte que une des portes d'entrée a été liée à un prestataire, vous êtes en charge de la cyber, la première réaction, ça va être d'essayer de comprendre et de réparer. Vous allez à un moment donné devoir parler à la personne qui s'occupe de la cyber au sein de ce fournisseur. Parce que en cas d'attaque, on n'est pas, la première réaction, c'est pas de se taper dessus et de chercher la responsabilité, c'est de réparer, c'est d'essayer de travailler ensemble pour gérer la crise. Et du coup, si vous n'avez pas, ne serait-ce que le point de contact, si vous n'avez jamais échangé avec la personne en face chez le prestataire de la cyber, c'est plus compliqué. Donc voilà, OK, on peut gagner du temps avec l'IA générative sur un certain pan
de l'évaluation fournisseur. Par contre, notamment pour les fournisseurs les plus critiques, se parler, de savoir déjà à qui on peut parler et c'est de parler une fois en temps de paix pour éviter de galérer quand ça va mal, c'est extrêmement important. Et dernier point qui est global à tous les usages de l'IA, hein, au-delà du contexte relatif à la gestion des tiers, c'est la maîtrise de l'information qu'on va fournir à ces algorithmes. Hein. C'est devenu maintenant une généralité, on va dire, dans les usages de l'IA générative en entreprise. Hein. On est raisonnable dans son prompt, on est raisonnable dans ce qu'on donne à l'IA et on vérifie ce que va en faire l'IA parce que on n'a pas envie de trop en donner, on n'a pas envie d'entraîner des IA avec des données critiques, etc. etc. Voilà. Et ça rejoint des problématiques un peu plus globales dont on va parler sur comment aborder sereinement la sécurisation d'un usage de l'IA. Ouais, très bonne transition pour la suite. On voulait vous partager un peu une bonne pratique. Vous êtes une majorité à ne pas intégrer encore cette nouvelle brique technologique dans vos processus, on va dire, métiers. Et en fait, pour nous, il y a 6 points qui sont vraiment importants à suivre pour vraiment intégrer ces innovations technologiques. Le premier, on va dire, c'est identifier les bons cas d'usage. Donc, c'est pour ça que vous en avez montré quelques-uns tout à l'heure, mais voilà, n'hésitez pas aussi à vous interroger sur les bons cas d'usage. Je pense qu'il y en a plein d'autres, même c'est sûr qu'il y en a plein d'autres dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps. Une fois que vous avez identifié ces bons cas d'usage, le deuxième point, ça va être définir un cadre clair, à la fois alors, réglementaire, c'est-à-dire en Europe, on a l'IA Act, qui est un outil, plutôt une loi qui donne des principes qu'on doit respecter, nous force à faire une analyse de risque notamment, donc qui est vraiment intéressant pour comprendre un peu les risques aussi et les bénéfices et comment réduire les risques en conséquence, mais aussi un cadre technique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs finalement d'IA qui existent sur le marché, plein de méthodes. Est-ce que vous voulez que ça les données, ça soit une solution européenne, américaine? Est-ce que vous voulez que les données restent un modèle open source hébergé chez OVH, par exemple, etc. Donc, il y a plein de solutions. Et donc, ça vaut le coup vraiment de cadrer ça de point de vue technique. Le troisième point, et je pense que c'est vraiment la nouveauté, on va dire, de cette nouvelle brique technologique, c'est choisir le bon niveau d'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai défini un peu ce que c'est un agent, on va dire, la vision, on va dire, pure, qui est raisonner et agir. Mais en fait, au début, moi, je vous conseille de juste faire sur la partie recommandation, c'est-à-dire qu'il n'agit pas encore, mais il raisonne, il vous aide à faire des analyses, des synthèses. Et potentiellement, et ça on en reparlera dans la dernière partie, c'est le côté agir arrivera potentiellement un peu plus tard. Donc voilà, il y a ce niveau d'autonomie à choisir. Et enfin, sur les derniers points, c'est des points on va dire un peu transverses à n'importe quelle brique technologique, mais particulièrement avec l'IA, c'est être transparent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, notamment dans le cas des LLM, comme voilà, ce n'est pas un système déterministe, il faut bien préciser que les recommandations faites, etc., sont issues d'une IA et il ne faut pas le cacher à l'utilisateur final. Et c'est en lien avec le dernier point aussi, l'avant-dernier point sur une fois que vous avez mis en place, identifié mon cas d'usage, choisi le bon cadre réglementaire technique, choisi le niveau d'autonomie, être transparent, c'est aussi former les utilisateurs parce que voilà, c'est une nouvelle technologie et il ne faut pas sous-estimer le temps d'adaptation des humains. Et ça passe par la formation, notamment à l'usage d'outils avec des. Et enfin, le dernier, voilà, c'est vraiment important de tester. C'est une fois que vous avez fait tout ça, le but, c'est pas de lâcher ça dans la nature et de se dire, voilà, je ne fais plus rien et voilà, ça marche. Au contraire, comme c'est aussi quelque chose, il y a vraiment cette idée de tester et d'apprendre aussi de ces cas d'usage-là et potentiellement d'améliorer, de créer cette boucle d'itération parce que voilà, dès le premier jet, vous n'allez pas avoir forcément le meilleur résultat attendu. Et en faisant un petit effort et voilà, de test, de réaffinage, généralement, vous allez avoir des résultats bien meilleurs. Donc voilà, c'était vraiment la checklist qu'on voulait vous partager. Et peut-être aussi quelques liens utiles qui pourront être intéressants pour nourrir votre discussion. C'est alors l'occlusif, et ça Benjamin pourra peut-être en parler, il y a une PSSI IA que vous avez créée et qui sera disponible, alors pour les membres c'est déjà disponible, mais disponible pour tout le monde d'ici quelques semaines, c'est bien ça? Exactement. Tu as tout dit, il y a une PSSI qui a été partagée aux membres et bientôt publique, donc ça donne un beau cadre de mesures de sécurité pour dompter l'IA un petit peu au sens large dans une organisation.
le deuxième lien aussi que je trouvais intéressant de citer, c'est l'OWASP, qui a fait un top 10 des LLM applications et qui couvre vraiment les risques liés à l'usage des LLM. Et c'est assez détaillé, c'est vraiment intéressant, notamment avec pas mal de cas concrets, des sources vraiment, donc je vous encourage à le lire aussi, alors là, même aussi pour votre culture, je trouve ça très intéressant. Et enfin, nous, la checklist que je vous ai partagée, il y a un livre blanc qui va sortir, un article détaillé qui permet de détailler tous ces points-là voilà, qu'on a fait. Et aussi, on a une newsletter qui s'appelle Fretlink, où là, il y a une série d'articles qui vont être publiés autour de l'usage des LLM et des risques aussi liés à ces usages-là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voilà, toujours s'acculturer à cette nouvelle technologie. Voilà, en tout cas, c'était vraiment cette partie autour de l'IA. Et peut-être, alors, un dernier exercice qu'on voulait vous partager, c'est un peu cet exercice du futur. Alors, on n'est pas des devins, mais je trouve intéressant toujours de se poser les questions de quel est l'impact à court et à moyen terme. Toi, Benjamin, avec cette nouvelle révolution technologique, qu'est-ce que tu vois venir, en tout cas, qu'est-ce que tu penses sera l'avenir, on va dire, d'ici 2 à 5 ans dans la cyber, hein, bien sûr. On sera tous remplacés et on pourra partir en vacances. Mais en plus sérieusement, je pense que, encore une fois, pour moi, l'important, c'est de concentrer ses efforts. On sait qu'on fait face à une montagne de problématiques. Il y a des menaces, des risques, des attaquants. Il y a un cadre réglementaire en plus qui va venir renforcer certaines exigences. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout défendre. Et donc, avec l'IA, on va pouvoir mieux consacrer ses efforts, remplir des questionnaires de sécurité, dépouiller des questionnaires de sécurité. C'est un mal nécessaire, mais ça n'intéresse pas grand monde. Avec des agents, comme vous l'avez montré, on peut gagner du temps et faire de la sécurité à valeur ajoutée. J'ai le souvenir d'avoir participé à un groupe de travail avec des responsables de sécurité d'ETI, organisé par le CESIN, et il y a un RSSI qui a dit « Moi, je ne fais plus de sécurité, je fais que de la réponse à questionnaire, et du coup, je n'ai pas le temps d'améliorer la sécurité de ma boîte parce que je passe mon temps le nez dans des Excel. » Et ça, pour moi, c'est un échec quelque part de la cyber. Il faut arriver à renverser ça pour que, évidemment, on gère conjointement, collectivement le risque fournisseur, mais qu'on fasse de la vraie sécurité à valeur ajoutée. Je pense que l'IA est un vrai levier pour y arriver. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu dis, nous, alors Galink, ce qu'on anticipe, c'est que aujourd'hui, en effet, les entreprises, donc avec les outils actuels avant les LLM, c'était très difficile de bien gérer ce risque fournisseur-là. Et ce qu'on anticipe, c'est que finalement, à l'échelle d'une entreprise, sur tous les fournisseurs qui ne vont pas être critiques, ça va être délégué. Finalement, cette gestion-là, aujourd'hui, elle n'est pas faite. Cette gestion du risque fournisseur, elle n'est pas faite, voire pas du tout faite. Et cette gestion-là va être déléguée à un agent qui va pouvoir à la fois envoyer les questionnaires, analyser les questionnaires et potentiellement faire des recommandations, approuver ou pas le fournisseur. Et ça, c'est voilà, par rapport à ce qui fait, aujourd'hui, c'est pas fait par les entreprises. Donc là, autant laisser un agent le faire et ça sera toujours mieux que de ne pas le faire aujourd'hui. Et par contre, sur la partie des critiques, des tiers 1, là, au contraire, il y aura toujours l'agent sera présent, mais sur le côté juste recommandation, il va aider finalement le responsable sécurité à vraiment pas perdre du temps dans les questionnaires, analyser les questionnaires, mais juste avoir le substrat de tout ça pour approuver ou pas le fournisseur. Donc voilà, on voit un monde un peu à deux pattes sur les fournisseurs critiques qui sont toujours vraiment le focus des responsables sécurité et tout le reste qui aujourd'hui n'est pas vraiment fait, autant le déléguer à un agent qui fera toujours mieux que rien, quoi. Donc c'est ce qu'on imagine d'ici quelques années chez Galink. Voilà, on approche la fin de ce webinaire. La dernière partie, c'est sur des questions. En tout cas, merci déjà Benjamin d'avoir pris ce temps pour échanger autour de l'IA et de la cyber et des fournisseurs aujourd'hui. Là, je parle donc à l'audience. Si vous avez des questions à nous poser, à Benjamin ou à moi, n'hésitez pas dans le chat à droite. Voilà, alors je vois que Frédéric met un commentaire, pas une question. Je comprends un peu mieux pourquoi je vois quelques questions incohérentes dans mes questionnaires. Ok, très bien. Moi aussi, voilà, l'idée de ce webinaire-là, c'était de un peu ouvrir aussi les chakras sur certains aspects et aussi, voilà, c'est toujours intéressant
aussi, j'espère que les cas d'usage vous ont parlé, ce qu'on a partagé aujourd'hui. Alors, je vous laisse, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, sinon ça sera la fin de ce webinaire. Pas de questions. Je vous laisse 1 minute. Ah, il y a des questions là. Alors, ah oui, je me suis absenté 3 minutes. Alban, j'ai peut-être manqué ce point. Qu'en est-il de la confidentialité et de la souveraineté? Si je transmets la cartographie de mes fournisseurs à un LLM, quelle garantie ai-je en retour? Benjamin, est-ce que tu veux répondre à cette question? Là, on retombe sur le sujet de la checklist et de comment on va sécuriser son usage de l'IA. Après, Étienne pourra préciser sur comment ça marche au sein du service proposé par Galink, mais d'une manière générale, on est sur le côté accompagnement, intégration de la sécurité dans les projets ou security by design. Donc, on va choisir une IA qui va bien, entre guillemets, qu'on maîtrise le plus possible en fonction de la politique globale de l'entreprise, des orientations technologiques. Et dans certains cas, une partie du chemin est déjà faite parce que vous êtes dans un univers Office 365 ou Google Suite, etc. Donc, peut-être plus naturellement, votre entreprise va se tourner vers le cloud Microsoft, le cloud Google, ou alors vous avez des data scientists chez vous qui vont construire une stack technologique pour vos usages de l'IA. Et là, vous aurez peut-être encore plus la main et vous pourrez choisir avec finesse. Mais il y a des solutions pour, d'une part, résoudre, c'est peut-être un bien grand mot, mais se faire un avis sur la question complexe de la souveraineté. Bravo à Mistral notamment, mais il y a d'autres solutions. Et puis, sur la problématique de la confidentialité, pareil, avec les particularités. Le top 10 de l'OWASP est un bon exemple sur comment on aborde ça, qu'est-ce qu'on donne à l'algorithme pour l'entraîner, quelles sont les limites, les barrières qu'on va venir poser. Et je pense qu'on a ce qu'il faut à l'heure actuelle pour un usage maîtrisé et donc conforme aux attentes en matière de souveraineté, confidentialité et conformité des mers générales. Pour moi, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, Benjamin, en fait, les LLM, c'est IA générative. Pour moi, c'est une nouvelle brique technologique comme le cloud l'est. Donc, en fait, toutes les questions qui se posent à est-ce que j'utilise un cloud provider français, américain, Patriot Act, etc. Il y a en fait la même façon, le même raisonnement. Avec le détail où je pense que sur l'IA générative, il y a encore plus de solutions. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, dans le cas de la confidentialité, de la souveraineté, si c'est, par exemple, quelque chose de très important pour vous, il y a utilisé un acteur européen, français, Mistral, qui est quand même déjà, on a la chance d'en avoir un de référence. Mais il y a aussi utiliser des modèles open source sur des serveurs OVH. Je sais que OVH, Scaleway aussi propose des services comme ça. Donc là, maintenant, je trouve qu'il y a un peu plus d'options. Parce que voilà, on essaye de ne pas recréer toutes les erreurs du cloud il y a 10-15 ans sur ce sujet d'IA générative. Et après, sur le dernier point, si je transmets la cartographie de mes fournisseurs à LLM, quelle garantie ai-je en retour? En fait, là-dessus, les fournisseurs, alors c'est là où si les fournisseurs d'IA, c'est comme les fournisseurs de cloud, c'est comme si vous donnez vos données à Microsoft, est-ce que vous êtes sûr que Microsoft ne les utilise pas ou ne tombe pas sous le Patriot Act? Donc c'est une analyse de risque on va dire, que vous faites qui est vous avez la garantie du fournisseur, mais vous ne pouvez pas le vérifier derrière. Donc là, sur les LLM, en fait, tous les LLM, notamment les options business, mais il faut bien quand même le vérifier, ces données-là ne servent pas à entraîner les LLM, les nouvelles versions du LLM. Donc ça, c'est vraiment la norme aujourd'hui qu'on voit sur toutes les versions payantes, en tout cas de ces fournisseurs-là. Ces données-là ne sont pas utilisées pour entraîner les nouvelles versions de LLM. Et il y avait peut-être une question d'Antoine. Alors, je sais pas, j'espère que ça a répondu à votre question, Alban. Et peut-être une question d'Antoine. C'est un peu risqué de laisser une IA autonome gérer toute l'analyse des fournisseurs. Y a-t-il de garde-fous pour éviter les dérapages? Là-dessus, je peux répondre. En effet, c'est là où je trouve que c'est intéressant
aujourd'hui, notamment quand on n'utilise pas cette brique technologique, de commencer par le côté juste reasoning, qui est genre recommandation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que voilà, l'IA aujourd'hui recommande des choses et c'est toujours vous qui prenez les décisions. Et ça, voilà, c'est une bonne façon de à la fois dérisquer parce que finalement, il ne se passe rien si jamais l'IA générative, elle n'agit pas. Et comme ça aussi, ça permet de vous créer la certitude de voir si c'est vraiment pertinent, si ça vous fait gagner du temps, etc. Après, voilà, ça reste, c'est aussi la beauté et la faiblesse de ce type de brique technologique, c'est que c'est pas déterministe. C'est ça qui fait aussi que ça marche très très bien, mais dans certains cas, ça peut pas fonctionner. Et donc c'est là où voilà, c'est intéressant de commencer par juste la première étape de recommandation dans vos cas d'usage. Gaëtan, que faire avec les gros fournisseurs type Google où on ne peut accepter que les conditions générales? Là-dessus, Gaëtan, pour moi, je relie à la réponse en fait du cloud provider. C'est typiquement Google, il n'y a rien à faire. En tout cas, à part si vous êtes très très gros et potentiellement, et encore, je ne suis pas sûr. Mais c'est soit vous acceptez les conditions générales, soit vous n'utilisez pas le service fourni par Google. C'est un peu ça. C'est comme ça que c'est un peu la force de ces acteurs comme Microsoft et Google, c'est qu'ils tordent le bras à tout le monde, quoi. Donc, il n'y a pas trop de. Je ne sais pas si Benjamin, tu as des choses à rajouter là-dessus. Mais... Un petit complément. Alors, malheureusement, il y a une petite alarme autour de moi. J'espère que ça n'impacte pas la qualité du son. Alors, évidemment, face aux gros, on se sent toujours un peu déséquilibré, hein. On n'a pas la marge de manœuvre pour négocier avec les GAFAM. Mais il ne faut pas oublier qu'en cybersécurité, on a toujours la possibilité d'avoir des contre-mesures. Donc, si on a besoin de se rassurer parce qu'il y a un point particulièrement critique par rapport à vos risques métiers, etc., évidemment, comme tu l'as dit, on peut toujours dire non, on n'ira pas chez Google, mais on peut aussi dire oui, mais, et on va regarder des mesures de chiffrement avec d'autres solutions, des mesures de bastion. Enfin, il y a un éventail de solutions au sens large, hein, techniques, organisationnelles, humaines, qui permettent, je pense, de revoir un petit peu le niveau de risque résiduel, même si en face, c'est Google, Salesforce, SAP, Microsoft ou autres géants de la tech. Oui, en effet. Et aussi, je pense que, dernier point, c'est que je pense qu'aussi, notamment avec il y a beaucoup de modèles open source, etc. Il y a vraiment beaucoup de solutions qui sont, on va dire, comparables en termes de performance. Donc aussi, ça vous permet de tester potentiellement d'autres modèles qui ont. Voilà, je trouve que par rapport au cloud provider, à l'origine, il y a vraiment beaucoup plus de choix techniques pour aussi dérisquer tous les risques de confidentialité et de souveraineté, notamment avec cette brique technologique. Et peut-être dernière question de Mathieu, est-ce que vous avez l'IA qui fait gagner du temps? On va voir. Alors, je ne sais pas si tu as accès au chat, Benjamin. Là, la question de Mathieu, c'est est-ce que pour vous, avec l'IA qui fait gagner du temps, on va se mettre à revoir plus régulièrement ses fournisseurs? Et si oui, il n'y a pas un risque d'augmenter la fatigue de leur côté? Alors, oui et non, effectivement, si on gagne du temps, on va gagner du temps pour faire des audits, faire des contrôles. Par contre, ça va plutôt, pour moi, nous donner du temps pour justement travailler une bonne stratégie de contrôle et on va contrôler ce qui est important, voire aider le fournisseur à renforcer si vraiment il a du mal. Et le but, c'est pas de s'acharner, on va dire, sur les fournisseurs, mais de faire les bons contrôles au bon moment, peut-être des contrôles thématiques, des échantillons progressifs. Et justement, on essaie de simplifier la problématique pour tout le monde et pas pour que les mieux dotés, les plus matures, les plus gros s'acharnent sur les plus petits, on va dire. Trop bien. Ouais. Et une dernière question. Faut-il rajouter une clause « Donnez-moi 1 million en cas d'incident » pour voir si l'IA du fournisseur l'accepte sans sourciller? Je crois que c'est une petite blague de Gaëtan. Vous pouvez tenter. Si vous n'avez plus de questions, écoutez, peut-être un petit mot de la fin. Je pense que, en tout cas, l'IA, l'IA générative, ça apporte vraiment une rupture, je pense, d'efficacité. Donc, les RSSI, responsables de conformité, vous êtes impactés, mais comme n'importe quel corps de métier, en fait, il n'y a pas de spécificité cyber autour de ça. Et je pense que comme toute nouvelle révolution technologique,
il faut s'en emparer et aussi il y a un temps d'acclimatation. Donc, il faut s'en emparer à condition qu'elle soit bien encadrée, comme on l'a dit, parce que voilà, de nouveaux risques qui peuvent apparaître. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue que faut pas que ça remplace tous les humains. Il y a cette notion, et tu le disais, Benjamin, de garder l'humain dans la boucle à certains moments. L'idée, c'est pas de remplacer tout le monde. Voilà, on reste des êtres humains. Voilà, les fournisseurs notamment sont des êtres humains derrière. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'IA qui parle à des IA. Voilà, donc c'est peut-être le mot de la fin là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Merci Benjamin pour ton temps ce matin. Et là, je vous remets les liens utiles aussi dont on a parlé tout à l'heure et mon contact, notamment si n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions spécifiques là-dessus. Je serai content d'y répondre. Merci Étienne et merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir.